Bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand JT. Depuis le début de l'année, plus 23% pour le diesel, plus 15% pour le sans-plomb, presque plus 6% pour le prix du gaz. Et à partir de demain, les prix qui continuent de grimper pour un grand nombre de biens et de services qu'utilisent les Français chaque jour, à tel point que des blocages sont prévus dans toute la France le 17 novembre prochain. On en parle avec vous, avec mes invités. Bonsoir à tous. Bonsoir Geoffroy Boulard, vous êtes secrétaire départemental des Républicains et maire du 17e arrondissement. Bonsoir Damien Adam, vous êtes député de La République En Marche de Seine-Maritime. Et bonsoir Sandra Ragol, vous êtes porte-parole du groupe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite écouter le Premier ministre qui s'est fait interpeller dans l'hémicycle. C'était cet après-midi. Écoutez. Il est préférable, compte tenu des enjeux actuels, de faire peser la fiscalité sur le carbone plutôt que sur le travail. Chacun s'accorde pour dire que le défi est devant nous. Mais un jour prochain, nos enfants, nos petits-enfants viendront nous voir, chacun ici, en nous dirant « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Moi, je dirais que j'ai assumé des décisions difficiles. Je le dirai. Geoffroy Boulard, j'aimerais avoir votre avis. Vous êtes du Parti Les Républicains, maire du 17e arrondissement, d'une grande commune, d'un grand arrondissement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette hausse des prix? On l'avait prévu, puisque les Républicains, dès le mois d'avril dernier, Gilles Carrez, parlementaire, qui connaît bien les questions de finances, avait parlé de choc fiscal de 9 milliards qui allait peser sur les ménages. On était sans doute inaudible au mois d'avril. Maintenant, sur les Français qui payent la note. Et les sondages sont quand même très nets. Ils disent très clairement, ces Français, que trop c'est trop. Et le ras-le-bol fiscal, il est là. C'est une réalité. C'est le titre d'ailleurs de notre émission ce soir. Trop, c'est trop. Et c'est une réalité. C'est une réalité qui pèse sur les retraités, sur les salariés, sur les agriculteurs, sur un certain nombre d'actifs qui font l'économie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a pas du tout amorti un certain nombre de ces mesures. C'est ce qu'on lui reproche, c'est de passer en force une fiscalité punitive. Il y a des gens qui ont besoin d'aller travailler, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture en monde rural, semi-rural, périurbain. Il n'y a pas de mesure. Et nous avons des propositions à faire, comme par exemple la mise en place d'un ticket carburant pour les personnes qui en ont le plus besoin. Damien, non, pardon, répondez à Donc, les taxes sur les carburants en France, c'est 37,7 milliards qui sont générés chaque année. Là-dedans, il y a 12 milliards qui vont aux collectivités territoriales, notamment les régions. Il y en a 17,7 milliards qui vont dans le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc ça ne s'évapore pas dans je ne sais quel budget. C'est vraiment dédié à la transition écologique et solidaire. C'est concret. Qu'on a augmenté en plus de 1 milliard d'euros quand on est arrivé aux responsabilités. C'est pas rien non plus, 1 milliard d'euros de plus. Mais c'est des chiffres. Mais dire c'est des politiques. C'est pas concret. Les Français, mais derrière, c'est la prime à la conversion. C'est un crédit d'impôt pour financer la rénovation énergétique des bâtiments. C'est les 3 000 euros pour les chaudières. C'est 200 euros qui sont versés à 4 millions de personnes chaque année. Mais je n'ai pas sourd, monsieur. Ce sont des mesures que nous mettons en place pour justement assurer cette transition écologique. Vous avez des meilleures propositions, n'hésitez pas. Mais si vous pensez que c'est en payant le carburant des personnes qu'on fera cette transition, parce que je vous rappelle que votre candidat à l'élection présidentielle, il proposait aussi quand même de mettre en place cette taxe carbone et d'avoir une logique qui était la même. Là, c'est bien, vous récitez vos éléments de langage. Mais c'est pas des éléments de langage, c'est simplement les politiques publiques qu'on est en train de mettre en place. Allez-y, vous êtes sûr de vous et votre politique va réussir. On le souhaite d'ailleurs pour la France, je crois que tout le monde. Sauf qu'écoutez les Français, 72% des Français pensent que leur pouvoir d'achat ne va pas s'améliorer. Bien sûr. Donc c'est quand même un sujet. Et c'est après 1 an et demi mais on en reparlera dans 4 mois quand la taxe d'habitation sera mise en place, quand l'augmentation des salaires sera là. Vous répondez comment? On garde le même cap. Et là, vous allez dans le mur. Vous allez emmener la France dans le mur. Et en termes de transition écologique, monsieur, on ne va pas dans le mur. On est justement des personnes qui apportent des solutions dont le pays a besoin. Excusez-moi, monsieur. Alors, je vous parlez de François de Rugy qui va négocier. Donc tout ça n'est pas fait. Vous faites de la communication. Il y a déjà 2 000 à 2 500 vous parlez de 2 000 euros, c'est ridicule. Vous connaissez le prix d'un véhicule électrique? Mais c'est aussi pour les véhicules d'occasion. Non, mais attendez. C'est important. Il faut regardez maintenant, on a des Zoé, des Renault Zoé qui sont d'occasion. Ça coûte moins de 99 € par mois. Une ancienne ministre. Alors on va y revenir. Geoffroy Boulard, très rapidement, parce qu'on reviendra après la pub et on en reparlera évidemment. Mais ce tableau, quand même, il interpelle les Français qui nous regardent et qui voient ça. Ça interpelle. Oui, ça interpelle. C'est sûr qu'on arrive à la fin d'un modèle. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas raconter que le pétrole, c'est l'avenir. Ça, je crois que tout le monde sur le plateau est d'accord. Maintenant, c'est comment
on arrive à cette transition. Et comment on le fait? Est-ce qu'on le fait brutalement, où on fait peser une fiscalité sur les actifs, sur les retraités, sur ceux qui ont besoin de leur véhicule, ou est-ce qu'on accompagne, mais réellement, avec des mesures concrètes? Vous parliez d'aide pour les changements de véhicules, mais il faut que ce soit beaucoup plus important. On doit aller aussi sur une offre de transport qui doit s'assumer. Je parle par exemple du Grand Paris Express. Le Grand Paris Express a été une des mesures l'année dernière, très mauvaise mesure qui a été annoncée par le gouvernement. Ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement, mais ça devrait être prioritaire. On a renoncé à des lignes. C'est la même Valérie Pécresse qui a supprimé les aides. Le Grand Paris Express, c'est l'État. C'est l'État, vous ne trompez pas. Non mais juste, puisque vous développez ce discours, je voudrais qu'on soit d'accord. En Ile-de-France, c'est bien la même personne de votre même parti qui a supprimé les aides aux gens qui ont des très petits budgets pour les transports. C'est bien ça. Non, ça donc vous dites qu'en fait, il n'y a pas assez de transport, que ce n'est pas bien géré, mais comme vous êtes aux manettes, en fait, vous supprimez l'accès de ces transports-là. C'est nous qui investissons dans les... Très logique. On va y revenir. C'est nous qui investissons dans les rames de métro à Paris. Et si on avait attendu la majorité à laquelle vous avez appartenu à la région Île-de-France, eh bien, on en aurait encore pour 25 ans. Allez dans la ligne 13, vous ne devez pas la prendre souvent. On y reviendra. Mais c'est 20 ans. C'est 20 ans. Je pense que vous ne connaissez pas. On y reviendra, s'il vous plaît, juste après la pub. 20 ans de sous-investissement. Dans la deuxième partie de notre grand JT. Et on va aborder ce deuxième débat par cette interview qu'Emmanuel Macron a donnée à nos confrères de Ouest France. On l'a appris il y a quelques minutes. Emmanuel Macron qui a donné justement cette interview, et je cite ce qu'il a dit, ce qu'ils ont écrit. « Je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique. » Geoffroy Boulard, est-ce que vous partagez ce sentiment? D'autant plus que je vais rajouter cette information à Emmanuel Macron qui a perdu 10 points, c'est vrai, dans les sondages. Un dernier sondage qui est sorti via Voice, qu'on avait moins 10 points. Regardez, pour Emmanuel Macron, moins 2 points pour le Premier ministre Édouard Philippe. Geoffroy Boulard, est-ce qu'il y a de la sincérité chez le président de la République, ou est-ce que, comme le disait Sandra Rugol, c'est pour un peu remonter dans les sondages? Qu'est-ce que vous en pensez? On est à l'approche des commémorations du 11 novembre, donc c'est une interview qui se situe dans un contexte un peu plus global, il faut être aussi juste, qui a un parallèle avec l'entre-deux-guerres, ça me gêne toujours un peu. En 2008, on a vécu une crise financière très importante, une crise morale, voilà, moi je me méfie de tous ces parallèles, et il ne faut pas que ça masque la réalité, c'est qu'on a un président qui est fatigué, et qui a besoin de se reposer. Les Français, ils attendent quelqu'un qui soit à bord et qui pilote. Et je crois que c'est un peu le décalage d'une interview avec une vision du monde. Il est allé en Europe, il parle il faut une Europe rassemblée. Il est allé la diviser en donnant des leçons à un certain nombre de dirigeants européens élus démocratiquement. Voilà, donc c'est illisible sa politique, et je ne comprends pas cette phrase, en tout cas je ne m'y retrouve pas. Vous disiez qu'Emmanuel Macron était fatigué, on va écouter, puisque c'est vrai qu'il a pris quelques jours de repos, il a avancé le Conseil des ministres de 24 heures, il a vidé son agenda, et d'ailleurs ça a fait réagir à l'Assemblée nationale. On va écouter les réactions cet après-midi dans l'hémicycle. Et qu'il se repose, il fatigue aussi beaucoup les Français qui n'ont pas toujours le temps de se reposer de sa politique. Que ça lui donne aussi le temps de réfléchir à ce qu'il fait. Voilà, qu'il prenne un peu de recul. J'espère que le temps de repos qu'Emmanuel Macron va prendre lui permettra de prendre conscience de la déconnexion qu'il a à l'égard des Français. Le président de la République doit nous dire les raisons. On ne peut pas dire pour convenance personnelle, voyez-vous, on ne traite pas les affaires de l'État avec une sorte de désinvolture. Pour convenance personnelle, je fais un break. La capacité à avoir imaginé la fonction présidentielle d'Emmanuel Macron a été sous-estimée. Ça a fait beaucoup réagir d'ailleurs, puisqu'on ne sait pas finalement officiellement où se trouve le président. Est-ce que c'est sa vie privée? C'est pas le sujet. Pourquoi on communique sur les vacances du président? On a eu l'épisode cet été, 18 jours, 4 jours. C'est quoi le message? Peut-être, c'est vrai que nous aussi, les médias, on s'est un peu emballés sur ce temps de repos. J'aimerais qu'on revienne sur cette interview du président de la République qu'il a donnée à Ouest France avec cette autre citation. L'Europe est face à un risque, celui de se démembrer par la lèpre nationaliste et d'être bousculé par des puissances extérieures, et donc de perdre sa souveraineté, c'est-à-dire d'avoir sa sécurité qui dépend des choix américains et de ces changements, d'avoir une Chine de plus en plus présente sur les infrastructures essentielles, une Russie qui parfois est tentée par la manipulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Emmanuel Macron tourne le dos
à certaines puissances? Geoffroy Boulard. Oui, c'est la communication, on est tous d'accord là-dessus. C'est des photos, une fois avec Trump, une fois avec Poutine. Ça ne fait pas une politique, ça ne fait pas une vision politique pour l'Europe, à part d'essayer de diviser, d'opposer les uns aux autres. Je crois qu'il peut y avoir une Europe qui protège, une Europe des nations qui respecte. Et je crois que s'il y a une montée des populismes, il faut y répondre aussi. Et comment y répondre, sauf à dire que les élites ont raison face au peuple. Je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne réponse. Je pense qu'il faut, à un moment donné, avoir une politique aussi, au niveau national, qui corresponde aux attentes d'un certain nombre de concitoyens. Et là, je pense qu'Emmanuel Macron, il essaie de rejeter son échec au niveau national sur son incapacité à fédérer, à trouver des alliés en Europe, parce qu'il est isolé en Europe. C'est un constat aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois. On reviendra évidemment dans nos prochaines éditions sur cette interview d'Emmanuel Macron donnée à nos confrères de Ouest France. Merci d'avoir accepté de débattre sur ce plateau. On en reparlera évidemment, mais tout de suite, un nouveau journal.